clairement, on développe clairement des applications web et mobiles depuis très longtemps. Il y a deux choses qui nous distinguent, je pense. C'est l'innovation. On a toujours été innovant. Ça a commencé par des web cartoons en Flash, par exemple. Aujourd'hui, on fait des conceptions logicielles. Il ne faut pas chercher le lien, si ce n'est qu'on est toujours en mouvement, c'est quand même ça. Puis toujours une volonté de faire simple. Donc là, on rejoint cette notion de frugalité, c'est des interfaces efficaces. C'est pas du beau pour du beau, il faut que ce soit d'abord utilisé. Et quand je dis utilisé, c'est pas forcément que du côté front office, c'est aussi du côté gestion à distance, mais du côté de l'utilisateur, du client qui ajoute ses données. Deux autres choses remarquables qui expliquent pourquoi on est là aujourd'hui. Dans cette entreprise, on faisait de la RSE sur le savoir. Donc concrètement, je suis engagé dans 4 actions de mécénat à proximité. J'ai la chance d'avoir une compagnie de théâtre professionnelle dans mon village. C'est des gens que j'aide, je fais le site, j'héberge, je maintiens, je mets en contact les gens. Enfin, et j'ai aussi la chance d'être dans des bâtiments passifs depuis 5 ans qui nous appartiennent. Donc, tout ça, c'est une suite de hasard de rencontres. C'est là aujourd'hui. Le Green IT, je m'y suis intéressé presque par hasard. Donc j'ai failli assister à la conférence. Ensuite, on fait ça, donc je ne l'ai pas vu. C'est en octobre 2014. C'est vrai. Et n'empêche que j'avais retenu le temps. C'est dans ma partie, ça parle de quoi? Du coup, ça nous a donné Congo. Alors bon, schématiquement, on fait partie des mêmes réseaux. Les réseaux, ils ne sont pas très grands. Il y a l'AGIC, qui est originée ici en France. Voilà, bon, en fait, on est très peu dans cet écosystème, donc on se connaît pas mal, on travaille ensemble. Puisque Bénédicte est là, j'en profite pour parler du pôle de compétitivité qui démarre en Bourgogne, qui rassemble 5 entreprises autour d'un projet commun. Pas un pôle de compétitivité, attention, c'est. Non, mais j'appelle ça. Voilà. Ouais, attention, c'est labellisé. Un groupement de 5 PME bourguignonnes. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, moi, je ne suis pas désespérée, genre qu'on n'est pas très nombreux à cet atelier. C'est la première fois que Frédéric est intervenu à Dijon. Nous étions 5 dans l'amphi. Mais n'empêche que suite à cette conf, ça a tout de suite redémarré derrière. Quoi. En fait, c'est pas la peine de remplir les amphis, il suffit d'avoir les gens intéressés au bon moment. Et là, suite à une formation qu'on a fait avec je n'ai pas commencé par me présenter, en fait, je suis en train de me rendre compte de ça. Je suis à l'Agence régionale de développement de l'innovation et de l'économie, donc en Bourgogne-Franche-Comté, ça vient, gentiment. On est en relation avec la filière numérique en Bourgogne. Et donc, 5 entreprises sont tout de suite... Locomotion a fait une action pilote pour se former, pour faire un premier projet qu'on va vous présenter. Et suite à ça, suite à son retour d'expérience très, très positif, 5 autres entreprises sont venues se former. Et puis, suite à la formation, ils ont passé 2 jours avec Frédéric, qui leur a bien... ils se sont dit, c'est pas possible, on ne peut pas se quitter comme ça, il faut qu'on fasse une action collective et qu'on travaille sur comment diagnostiquer un site internet et savoir si effectivement il est éco-conçu ou non, et qu'est-ce qu'on peut faire déjà rapidement pour le faire évoluer, et puis après aller un petit peu plus loin. Et je pense qu'on en reparlera à la fin. En gros, c'est un outil libre, bilingue, à court terme, c'est dans 3 mois, avec un budget qui est quand même de l'ordre de 100 000 euros, donc c'est pas un petit truc qu'on fait à la récré. C'est vraiment sérieux, il y a d'autres étapes plus tard. C'est quand même la première fois en Bourgogne qu'on est plusieurs du même secteur, par exemple, en data, parce qu'on est tous concurrents potentiels, en réalité là, on est tous. Il y a une loyauté qui est sûre, on n'est pas sur le même marché, on n'a pas les mêmes tailles, les mêmes compétences. Et rien que pour ça, ça vaut le coup, parce que c'est très stimulant pour chacune des parties prenantes. Dernier point, effectivement, ça fait presque 2 ans que l'exemple qu'on va vous montrer est fait. Aujourd'hui, je suis un petit peu avancé, la BPI m'a aidé. J'ai une marque qui est le groupe Toute l'offre dédiée à l'éco-conception, avec un site dédié. C'est bien parce que ça veut dire qu'à partir d'une expérience pilote, ça m'a permis de faire du chemin, de retrouver votre part de marché. Ça m'a sorti de mon marché régional. Ça m'a redonné une dynamique. J'ai trouvé une rentabilité qu'on avait perdue depuis pas mal de temps. Donc, ça a beaucoup de vertus, même si ce n'était pas l'objectif de départ. L'objectif de départ, c'était de satisfaire un client avec une idée différente. Ce client avait raison. Donc vous remarquerez une frugalité. Oui. Quand on le dit, il est bien référencé, parce que je dis l'autre jour, super passionnant. Le projet initial, pour faire très simple, c'est un catalogue produit multilingue. Il y a à peu près 600 produits. Le client est un industriel qui fabrique des sièges techniques. Donc là, vous voyez tout type d'industrie. J'ai plus son chiffre d'affaires, c'est donc 2 millions d'euros, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Il y a là
un existant qui était franchement, on appelait ça une dope, quoi, pas d'autre mot, un truc préhistorique, très vieux. Chaque fois qu'on changeait le catalogue, c'était 50 à 60 heures. Ingérable, au bout de 3 ans, je vais en faire un nouveau, ça coûtera moins cher. Enfin, il y a ça, ils étaient déjà sensibilisés à l'éco-conception. Ils avaient une démarche produit 2-3 ans auparavant. Ils éco-conçoivent leur siège déjà à la base, leur produit. C'est pour ça qu'ils sont venus à l'éco-conception de leur site internet. Donc on avait un terreau qui était pas mal, il y avait un truc vieillissant, il y avait une sensibilité, il y a eu une convergence entre Fred qui vient, moi qui vois le mot génétique, il se passe 3 mois, Noël arrive, puis je connecte tout, je vais voir Bénédicte, puis j'ai eu la chance de tomber sur la première prestation technologique éco-conception en Bourgogne, l'idée de la mettre en place. Donc Bourgogne est une innovation à aider le client, la Z m'a aidé dans ma montée en compétence, donc si j'ai pu être formé, suivi dans les audits initiaux, intermédiaires et finales, par l'entremise de Frédéric, et ça a débouché sur Frégel. Mais il n'y aurait pas eu on parlait de réseau ce matin dans l'intervention de 9h30. Le réseau, il est essentiel, le réseau institutionnel. J'aurais pas eu cette aide-là, j'aurais certainement pas là aujourd'hui non plus. Donc c'est une convergence, et c'est ça qu'il faut retenir. C'est une suite de rencontres. Alors, je pense que c'est important de vous dire aussi quelles sont les limites aujourd'hui. Il a abordé vite fait. Effectivement, aujourd'hui, c'est simple, il n'y a pas de normes. Bon, c'est facile. Hein. Il y a une norme AFNOR en matière d'éco-conception, mais pas éco-conception logicielle. Il y a une tentative de label privé, mais ça reste privé, donc c'est réducteur. Donc il n'y a pas grand-chose. Il y a des outils d'évaluation qui existent, qui vont évaluer soit la performance, soit, mais en tout cas pas, le pourcentage de bonnes pratiques mises en œuvre, par exemple. L'approche SAV, elle a ses limites parce que le propre de l'application, il ne faut pas l'articuler. On est dans une logique de progrès permanent, d'amélioration permanente. Donc, c'est pas si simple que ça. C'est même quasiment inapplicable. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est à référencer le métier. Donc, à l'époque, il y avait une centaine de bonnes pratiques identifiées. C'était la première édition du livre écrit par Frédéric. Aujourd'hui, il y en a 115. C'est quelque chose qui a mieux évolué. On est 40 derrière. Hein, il y a 40 et 40 contributeurs. Voilà. C'est un vrai référentiel. Donc, on n'a que ça, et c'est super important. Donc, ce qui veut dire qu'après, en termes de méthodologie, on va se baser sur les bonnes pratiques. Pour revenir à du concret sur un projet de site internet, je pense que ça parle plus aux gens, même si pour moi c'est une application. On cherche à faire quoi? On cherche à consommer le moins de puissance informatique. Côté serveur, soit les petits utilisateurs. Or, le côté utilisateur est beaucoup plus consommateur que le côté serveur. Contrairement à ce qu'on pense dans l'inconscient collectif, c'est forcément les data centers. Franchement, pas de chance, c'est le côté usage. Donc, c'est vraiment la puissance informatique. On peut dire bande passante pour faire simple, mais la façon aussi dont on sollicite l'ordinateur. Après, au niveau de mon client à moi, je vais faire en sorte d'optimiser tous les médias qu'il me donne. L'image, les vidéos. La plupart du temps, une vidéo, elle n'est pas optimisée pour mobile. Or, tous ces sites-là, ils sont forcément responsives. Normalement, on est censé avoir au moins 3 formats de vidéo, une vidéo pour le mobile, une vidéo pour la tablette, une vidéo pour le PC. Donc il y a toute cette démarche qui est facile à expliquer. Je dois optimiser toutes mes ressources. C'est facile quand on crée le site. Par contre, après à maintenir, ça dépend plus de la volonté de prestataire, mais de la volonté du client. Et des utilisateurs en interne, si on a. Le quatrième point qui est essentiel, c'est pas grave. Dans notre cas, on n'a que ça comme critère d'évaluation, c'est le taux de succès. En clair, dans le cas de Congo, il y avait 77 bonnes pratiques sur 100 possibles. On en a retenu 77, ce qui est bien. Et on a un taux de succès, le nombre de pratiques réellement mises en œuvre, qui était de 85%. Alors, la différence, ça s'explique parce que des fois, il y a des conflits, il peut y avoir des contradictions entre des règles, d'autres qui sont inapplicables techniquement. On essaie de faire le mieux possible. 85%, c'est vraiment très bien. De toute façon, on ne peut jamais appliquer 100%. Non, puis ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a autant de mauvaises pratiques que de développeurs de projet, et qu'on a 100 bonnes pratiques dans un 115 dans un référentiel, donc en fait, on utilise des centaines. C'est mieux qu'on peut. De couverture de 85%, c'est bien. Alors, au niveau mise en œuvre, ça c'est beaucoup plus concret. C'est pas simple d'expliquer quelque chose qui est totalement immatériel, donc il y a des efforts. Ce qui est important, c'est de savoir que dans les bonnes pratiques, on a 6 catégories. La conception, le templating, donc c'est pas capital, enfin, je dis ça
l'utilisateur, on va retrouver les règles qu'on identifie quand on parle d'accessibilité, par exemple. Donc, de la même façon que je dois être frugal dans les choix de fonctionnalité, il faut que je sois frugal aussi dans mon graphisme, pour aller à l'essentiel. Mais c'est pas pour autant que je vais faire un graphisme au rabais ou volontairement primaire. C'est pas le but. Le but, c'est quand même de faciliter l'utilisation. Après, ce qui est important, c'est de déterminer des objectifs de bonne pratique. C'est ce qu'on a vu juste avant dans le cas de Flambeau. Chaque projet est différent, donc on part d'une liste, c'est l'objectif qu'on fixe, à partir du cahier des charges qu'on a reçu. Et puis on va dire au client, cette fonctionnalité, je la veux bien, celle-là non, celle-là je vais l'améliorer. Votre animation qui arrive d'info, j'en veux pas, je vais demander à ce qu'il y ait je veux une action de l'utilisateur ou un effet de zoom automatique. Non, on discute avec lui, et on lui dit non, clairement. Ça sert à rien. Ça, on va faire des paginations, des articles par des articles, 20 par 20. C'est un ensemble de préconisations. Après, une fois qu'on a tout ça, on travaille. Effectivement, il y a bien à un moment donné du codage, mais tout n'est pas codage. Je vais prendre qu'un seul exemple pour que vous compreniez, deux exemples. Souvent, quand on code vite sans se poser de questions, vous avez besoin d'une donnée dans votre navigateur, vous cliquez sur un lien, la page va aller chercher une donnée sur le serveur, sauf qu'elle va chercher toutes les données de la page. Donc on sait faire travailler les scripts autrement, donc on essaie d'éviter les loops, vous allez chercher que la donnée et pas tous les fichiers de la page. L'autre chose qu'on voit souvent, c'est qu'on fait des minifications de code. En clair, on essaie d'apurer le code de tout ce qui ne sert à rien, tous les espaces inutiles, on l'allège. Tout ça, ça concourt à avoir des pages légères, peu consommatrices de bande passante, donc au final, finalement, une utilisation beaucoup plus agréable, puisque beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est pour vous montrer, de toute façon, vous ne voyez rien, de toute façon, un site ressemble à un site. Le problème de l'éco-conception logicielle, c'est que c'est abstrait. Moi, j'ai pas de boîte à camembert en bois. Mais c'est vrai, ça se passe derrière, comme ça. Puis même le propre de l'éco-conception, c'est de quand même fournir le service qui était demandé de l'origine. Et là, on a un site web. Ça se voit. Bon, ça, c'est pour vous montrer que ça marche au mobile aussi, évidemment. Ça, c'est la partie back-office. C'est important de vous la montrer parce que c'est pas parce que c'est du back-office et que le client ne voit pas que c'est une bonne raison pour faire un travail basique et pas agréable. Parce qu'il m'intéresse, c'est que le client ait du plaisir à l'utiliser, donc il faut que ce soit simple. Donc il y a eu aussi une intervention graphique sur le back-office. Alors pas aussi poussé, mais il faut que ce soit ergonomique. Ça veut dire échapper à la logique de mise à jour d'un développeur court qui ne fonctionne pas du tout comme un client. Donc c'est lui imposer la logique d'utilisation du client. Le développeur est au service du client. Ah ouais, ça fait 17 ans que je le fais. Donc en termes d'impact environnemental, ce qu'il faut retenir, c'est que, alors, plutôt que vous donner des pourcentages, on sait que l'impact environnemental, il est de moins 30 à moins 50% globalement. Alors, si on prend Kango, le poids moyen d'une page Kango, c'est 500 kilo-octets, quand la moyenne aujourd'hui est de 1,5 MB. Donc on est plutôt très léger. Le nombre de requêtes dans une page, c'est 20. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 110. C'est autant de sollicitations. Ça veut dire 10 fois moins de sollicitations du serveur. Alors, en fait, je ne peux pas aller plus loin parce que je ne peux pas comparer l'ancien site au nouveau. Il y a trop de différences. Il n'y a que comme ça que je pourrais chiffrer objectivement, par exemple, comme une unité fonctionnelle, l'accès à une fiche produit. Bon, le site était vraiment très très différent, donc c'est pas possible. Par contre, on a, pour corroborer ces chiffres, on a fait une étude comparative. On a fait un site identique avec deux méthodes différentes. Première méthode WordPress classique, standard, sans rien toucher. Donc, graphiquement, fonctionnellement, totalement identique. La deuxième, en utilisant un générateur de site statique, en partie fait chez nous, qui tourne sous un serveur différent. À la sortie, on a 49% de CO2 en moins, pareil en eau, et un gain performant de 70%. Donc en fait, on a figé le projet, on a développé les deux en même temps. Alors il y a moyen de faire un intermédiaire, on arrive à optimiser le WordPress. Alors, WordPress, nativement, met en œuvre 35 ou 39 bonnes pratiques. C'est pas rien non plus. Mais entre 39 et puis 77 ou 80, il y a des gros différences. Donc là, effectivement, on est bien à plus de la moitié. C'est important, cette notion de performance, il faut l'avoir en tête parce que c'est pas une fin en soi. On va parler d'effet collatéral, mais
Moi, je m'aperçois que commercialement, j'ai toujours le droit aux mêmes questions. Combien je gagne, l'impact. Mais n'empêche que le facteur performance, même si ce n'est pas l'objectif de départ, c'est celui qui permet probablement de faire le mieux comprendre la démarche. Parce que la personne va comprendre qu'elle doit offrir une expérience utilisateur plus confortable. Donc là, s'il a accès au produit plus facilement, il comprend beaucoup plus aisément la démarche que l'impact environnemental, qui va forcément le satisfaire. C'est noble. Mais ce ne sera pas un facteur déclenchant dans l'achat. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, après Kango, il y a eu d'autres choses. J'ai eu un groupe industriel, j'en ai vendu 4 comme ça. C'est des gens qui ne faisaient pas d'éco-consommation. Sauf qu'aujourd'hui, ils se sont intéressés au sujet. Alors, ils sont un peu plus pragmatiques. Combien ça coûte, combien ça me rapporte. Et aujourd'hui, en fait, ils ont devancé les directives européennes sur les traitements chimiques de fibres d'acier. Donc, c'est des gens qui fabriquent des chariots, qui ont racheté la filette de Cadmi, par exemple. Sauf que, donc aujourd'hui, ils ont réellement une démarche d'éco-conception au niveau industriel. C'est né des échanges qu'on a eu. En fait, ils ne m'ont jamais demandé de concevoir leur site. Simplement, moi, j'ai un bien de référence, à prix égal, ils ont bloqué, et puis voilà. Donc ça montre bien qu'il y a un écho, même chez les gens qui sont au centime, c'est peut-être ça. Et du coup, ils ont retrouvé un avantage concurrentiel, puisqu'ils sont sur des marchés où il y a des concurrences, soit Europe de l'Est, soit Chine. Donc ça redonne de la valeur à un produit qui, somme toute, n'est pas vraiment différencié de besoin.